Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue également à ceux qui la découvrent. Allez, générique! Cette chaîne va traiter de paléographie, cette science du déchiffrement des écritures anciennes, d'une manière un peu différente de d'habitude. Je vous propose donc de prendre un texte et d'étudier son contexte, son contenu, afin d'en extraire la substantielle moelle. Pour ce faire, on se penche sur un texte de la bibliothèque municipale de Soissons, qui nous place au cœur des débats religieux du début du XVIe siècle. On n'est pas seulement dans une question de protestants contre catholiques, mais aussi dans des problématiques religieuses extrêmement riches. Naturellement, une partie des gens épousent certaines théories, sans pour autant être pleinement protestants. D'autres ne font que se questionner, d'autres encore rejettent en bloc toute idée de changement pour ne retenir que le minimum syndical. Mais attends, ce ne serait pas un peu une constante historique ce que tu nous décris là? Oula, je vous laisse juge en commentaire sur cette question. Au-delà des différentes prises de position, cette première moitié du XVIe siècle est une période de remise en question pour chacun dans son être, dans sa foi, dans sa manière de vivre et ce parfois en allant jusqu'à la clandestinité. Donc, en deux mots, lorsque le manuscrit est rédigé, ça commence vraiment à être tendu d'un point de vue religieux. Mais pour autant, on ne peut pas dire que les guerres de religion aient réellement débuté, puisque le temps des grands massacres n'arrive qu'une vingtaine d'années plus tard. Le texte que je présente ici date de 1543. On est donc quelques années après le début de la réforme dans le royaume. Mais il convient peut-être là de faire le point sur le sujet. Quand débute véritablement la réforme protestante en France? La question n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. En général, on retient la date du 31 octobre 1517 avec les fameuses 95 thèses de Luther. Mais c'est valable surtout de l'autre côté de la frontière. Dans le royaume de France, il est beaucoup plus difficile de déterminer le point de départ réel. D'ailleurs, choisir les 95 thèses comme début de la réforme au sens large est parfaitement arbitraire et correspond surtout à une lecture des origines par Luther lui-même et par ses disciples. Les historiens, quant à eux, insistent davantage sur le fait qu'il n'y a pas de rupture véritable pour Luther en 1517. En tout cas, peut-être pas avant 1519 et la controverse avec Jean Eck, voire même avant son excommunication qui n'intervient qu'en 1521. Dès lors, dater le début de la réforme procède d'un choix. Par bien des aspects, même Calvin n'apparaît pas comme le père incontesté de la réforme française, puisqu'il a installé son mouvement à l'extérieur du royaume depuis Genève, après avoir quitté la France dès 1535. Les idées réformatrices s'installent donc peu à peu dans l'Hexagone. Mais dis-moi, cette image, elle ne te paraît pas un peu anachronique? Si, tu as raison. Elle est complètement. Les frontières du royaume de France évoluent dans le temps, et clairement, à cette époque, il manque des bouts. Mais c'est une image, et je pense que tout le monde comprend. Ces idées réformatrices sont, dans le royaume, d'abord luthériennes, puis suisses, puis strasbourgeoises, puis calvinistes, et j'en passe. Bref, il existe véritablement différentes influences. Si on sait que les écrits de Luther arrivent en France et circulent abondamment dès 1519, la pensée de Calvin va, quant à elle, apporter une véritable rupture dans le royaume. Ainsi, l'affaire Landry, qui va nous intéresser aujourd'hui, intervient à ce moment précis, alors même qu'on constate une montée des tensions religieuses et une affirmation des idées. Toutefois, il ne faudrait pas aller trop vite et garder à l'esprit qu'en matière de mentalité, la chronologie est plurielle. L'implantation de la réforme en France se fait du début des années 1520 jusqu'à 1535. De grands moments font date. La Sorbonne condamne certaines propositions des écrits de Luther en 1521. La prédication dite luthérienne du diocèse de Meaux est également condamnée en 1523. La fameuse affaire des placards en 1534 bouleverse le royaume. On a encore la distribution à Paris de livres dits blasphématoires qui intervient l'année suivante. Notre affaire baigne donc dans cette ambiance contestatrice sur le sujet de la croyance, alors même que les premiers groupes suspectés d'hérésie luthérienne sont identifiés en France depuis 1525. Toutefois, nombre d'historiens considèrent qu'on est encore dans une phase de mise en place de la réforme en France, et même qu'il n'est pas véritablement possible de considérer son existence réelle, structurée, bien établie et forte avant l'année 1559.
Pour quelle raison la date de 1559? C'est la date du synode qui permet une fondation pour une nouvelle église, ainsi que l'émergence du fameux parti huguenot qui préfigure les troubles de religion des années 1562 à 1598. En résumé, lorsque notre affaire éclate, nous sommes dans une période de remise en question de la foi. Des écrits dits hérétiques, ou à tout le moins remettant en cause certaines pratiques de l'Église catholique, voire certains dogmes, circulent, suscitent de la curiosité et animent certains débats. Si les premières condamnations sont tombées officiellement, il demeure que, même au sein de l'Église de France, la menace est encore perçue comme venant de l'extérieur. Elle est dite luthérienne si on veut. On prend le sujet au sérieux, mais sans trop d'excès, à l'échelle du royaume. Alors évidemment, localement, ça peut être beaucoup plus discutable. Et ce, même si certaines voix commencent à se faire entendre et invitent à davantage de rigueur. Il faut aussi garder à l'esprit que, depuis 1494, le royaume est plongé dans une succession de conflits appelés les guerres d'Italie. Ces affrontements européens voient la France très souvent en mauvaise posture contre la monarchie espagnole et ses alliés. Mais surtout, c'est une succession de campagnes militaires qui demandent des efforts financiers considérables, de sorte que la question religieuse n'est à ce moment-là pas forcément une priorité pour le pouvoir. Ainsi, on n'est pas encore dans un moment de déchaînement des passions, de violence extrême et de catégorisation des uns et des autres. Les frontières peuvent encore être assez poreuses entre réformateurs et catholiques, avec toute une palette de différences, de possibilités entre les deux. De plus, dès 1520, on voit se structurer progressivement deux courants. L'un est dit humaniste, favorable à une réforme dans le cadre de l'Église, incarné par exemple par Erasme, que vous connaissez tous, et un second courant dit luthérien, conduisant à une rupture. Toutefois, ces deux courants ne s'excluent pas et ne cessent de s'entrecroiser, à tel point que le second courant, bien plus radical, va progressivement rendre le premier suspect aux yeux de beaucoup de catholiques. Prenons ensemble ce texte, ligne à ligne, et tâchons de l'expliquer. Extrait fait par le commandement du roi des charges contenues est information faite à la requête du procureur général du dit Seigneur contre maître François Landry, curé de Sainte-Croix en la cité de Paris. François Landry est le fils d'un marchand libraire, cousin germain d'Adrien Turneb. À l'orthodoxie, quelque peu douteuse lui aussi, est connu pour être l'imprimeur du roi, S. lettres grecques. François Landry est un prédicateur qui a connu un certain succès dans le deuxième quart du XVIe siècle. Il est connu pour prêcher librement. Autrement dit, cela voudrait dire qu'il est protestant? En fait, c'est plus compliqué que cela. Nous allons voir, sa pensée est complexe. Prêcher librement sous-entend surtout qu'il prend ses distances avec la doctrine catholique et l'institution dans son ensemble. Mais sans pour autant qu'il soit véritablement possible de le qualifier de réformé. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Peu avant Noël 1540, il apprend qu'il est contraint de se présenter devant la faculté de théologie en février. On lui reproche d'avoir nié l'existence du purgatoire. Accusé d'avoir récidivé l'année suivante, il est incarcéré et obligé de souscrire à une rétractation. Dans cet interrogatoire, par exemple, il s'en prend au purgatoire, qui est un dogme établi au XIIIe siècle. Celui-ci a été décrit comme un espace destiné à la purification des âmes dans l'attente du jugement dernier. La naissance même du concept a été étudiée par Jacques Le Goff, célèbre médiéviste, qui s'intéressait à l'histoire des mentalités. Dès la fin du Moyen-Âge, la notion de purgatoire a été un thème de choix de la prédication et a fait l'objet de questionnements. Notamment parce que cette doctrine s'inscrit dans ce que l'on appelle la pastorale de la peur de cette époque. L'autre difficulté principale demeure le caractère récent de cette doctrine, puisque chez les pères de l'Église, il n'est nulle question d'un lieu destiné à cet usage, mais éventuellement il est question d'un feu purificateur. La notion telle qu'on la connaît encore semble même n'être entrée dans le vocabulaire officiel qu'à partir de 1254, sous le pontificat d'Innocent IV. C'est dire si c'est une conception très récente. Dès sa mise en place, les orthodoxes byzantins s'en prennent fortement à l'idée d'un purgatoire. S'ils admettent éventuellement l'idée d'une purification, voire d'une guérison progressive des âmes après la mort, ils refusent déjà la notion de purgatoire. Pour ce faire, il s'appuie en particulier sur un aspect juridique, en pointant du doigt l'impossibilité de l'accomplissement des peines dues pour un péché. En somme, il conteste l'idée même d'une quelconque transaction avec une entité appelée Dieu.
Plus tard, cette notion est également contestée par des groupes comme les Vaudois, qui considèrent que le purgatoire ne peut intervenir que dans la vie présente. Par conséquent, après le décès, ils ne conçoivent que deux options, le paradis ou l'enfer. Enfin, au XVIe siècle, les protestants vont reprendre et poursuivre cette opposition autour de trois principes fondateurs. 1. Le manque de fondement, le manque de base dans la Bible, et ce, même si quelques passages peuvent faire débat, on en a parlé. 2. Le rejet d'une possibilité pour l'homme de coopérer à son propre salut. 3. Le rejet de certaines pratiques qui découlent de l'acceptation d'un purgatoire, comme les fameuses indulgences, les messes, les prières pour les défunts et j'en passe. Ainsi, depuis une bulle papale de 1510, il était possible d'acquérir une indulgence plénière, c'est-à-dire une rémission de tous les péchés censés être purgés au purgatoire. Au moment où la réforme protestante éclate, le nombre d'années de purgatoire remises par les indulgences en Europe atteint plusieurs millions d'années, et cela représente un trafic considérable au profit de l'Église catholique. Pourtant, pour Luther, comme il l'expose dans ses 95 thèses, le pape n'aurait pas la faculté de libérer des peines du purgatoire. On comprend donc qu'un tel positionnement de la part d'un curé parisien ne pouvait être toléré. Notez que le curé qui va nous intéresser aujourd'hui n'y va pas par quatre chemins dans le reste du document, puisqu'il aurait dit qu'il n'y avait purgatoire. On dit d'ailleurs que François Ier lui-même a voulu entendre François Landry, mais en présence du roi, il aurait pris peur et serait resté muet. En même temps, on peut le comprendre. Oui, je ne suis pas couard, mais je pense que j'en aurais fait autant. En résumé, le curé Landry suit le positionnement des protestants, sur un point comme le purgatoire, et probablement sur d'autres sujets, que nous verrons par la suite. Toutefois, il n'est pas non plus possible de le qualifier de réformé. Même s'il n'est pas protestant, il semble effectivement sensible à certaines idées de Luther et Calvin. Cela laisse ainsi à penser qu'il est seulement favorable à certaines évolutions au sein de l'Église catholique, sans pour autant vouloir tout révolutionner. Voilà, après une panne de batterie, je vous propose qu'on en reste là pour cette première vidéo. Déjà très dense, trop peut-être, dites-le moi en commentaire. Ou taisez-vous à jamais. Toujours est-il qu'on ouvre un Utip que vous trouverez en description, ainsi qu'une partie des sources utilisées pour cette vidéo. Je vous en dirai plus prochainement sur les contreparties, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous a plu. L'idée est ici d'enregistrer les séminaires que je fais régulièrement pour les archives départementales du Calvados. Dans un amphi, on se retrouve pour parler paléographie et pour ouvrir sur tout ce que cela permet d'aborder. Et pour cause, cette science est un véritable passeport pour les archives. Utipeuses, utipeurs, futures utipeuses et futurs utipeurs, aidez-nous à faire parler de cette chaîne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Tu leur dis pas ? Non, je crois qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Vraiment ? Ouais, j'ai confiance.